tous. Donc on est parti pour 1 heure. Hop là. Alors, juste en prévision, je vous demanderai de ne pas faire de photos, enfin de garder pour ça pour vous. Éventuellement, pour ceux qui sont intéressés, je donnerai un lien pour télécharger les slides à l'issue. Pourquoi je le mets en TLP Amber? Parce que, qu'est-ce que je veux dire, tout est en source ouverte, bien évidemment. Il n'y a rien de confidentiel dans ce que je diffuse. Seulement, je n'ai pas pris la peine de flouter certaines photos ou certaines adresses IP ou certains outils ou certains liens. Hein, donc voilà, c'est juste pour éviter que les informations qui sont diffusées là soient utilisées à des fins malveillantes. Petit point aussi, juste avant, je ne parlerai pas de cyberguerre. C'est la seule fois que je vais prononcer ce mot-là, parce que ce n'est pas le cas. On n'est pas dans une cyberguerre. Hein, on est, qu'est-ce que je veux dire, dans l'utilisation du cyberespace dans le cadre d'un conflit entre 2 États. Donc, tout ce qu'on peut voir de fantasmagorique sur ces enjeux-là, hein, le cyber est une arme, le cyberespace est un espace de bataille comme la terre, l'air, la mer et l'espace. Hein, et donc, on est dans l'utilisation de l'arme cyber dans le cadre d'un conflit entre États. Alors, ce qu'on va faire, j'ai deux parties. Une grosse partie où on va détailler un peu tout ce qui s'est passé depuis un peu avant le conflit jusqu'à aujourd'hui, puisque les derniers éléments dont je parle datent du 30 mars dernier. Et puis après ça, je vous présenterai un bilan un peu rapide. Donc, les premiers éléments... Alors, les dates que je donne ne sont pas forcément les dates d'occurrence des événements, c'est les dates dans lesquelles c'est paru dans la presse, sur Internet, dans les blogs, sur Telegram, Signal et ainsi de suite, les différentes sources d'information. Les premiers éléments qu'on va avoir publiquement connus, ça va être aux alentours du 14 janvier, où on va détecter, donc on va avoir une première attaque qui va cibler un certain nombre de sites gouvernementaux ukrainiens. Tous ces sites-là étaient basés sur un CMS qui était vulnérable. Et qu'est-ce que je veux dire, et donc, la vulnérabilité a été utilisée, l'attaque a été faite, un DDoS dans la foulée, DDoS, Distributed Denial of Service, l'objectif étant de surcharger les serveurs distants et de bloquer les services offerts par ces serveurs-là, avec d'effacement du site web, avec les messages qui s'affichent à côté. On va avoir en tout, dans la première phase du conflit, 5 malwares spécifiquement développés par la Russie qui vont cibler l'Ukraine. Le premier d'entre eux va être découvert le 15 janvier par Microsoft, il s'appelle Wipergate. Alors, ce sont des wipers, c'est-à-dire en fait, ils effacent, l'objectif de ces malwares, c'est d'effacer le contenu des machines victimes. Et ils ont la plupart du temps 2 moyens d'effacer, un effacement du MBR ou un effacement physique du disque dur, le Master Boot Record étant le premier secteur du disque dur, et dans la foulée, un effacement des fichiers contenus sur les disques. Et donc, ça devient extrêmement compliqué, voire impossible de récupérer les données. Et donc, le premier d'entre eux, dans Wipergate, qui, en 2 parties, va télécharger une partie sur Discord et qui efface le contenu du disque, des fichiers. Alors, certains de ces wipers vont être trompeurs parce qu'ils vont afficher une demande de rançon, sauf que, un peu comme ce que faisait notre Petya est un wiper qui affichait une demande de rançon, sauf que payer la rançon, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a plus de données sur le disque dur. Première attaque, vraiment ciblée là aussi. Alors là, le 24 janvier, on va avoir un groupe, les cyberpartisans biélorusses, qui vont être très actifs pendant toute la durée du conflit et qui vont commencer par attaquer l'équivalent de la SNCF en Biélorussie pour bloquer le transport des troupes de la Russie vers l'Ukraine. La Biélorussie est entre les deux et donc ils vont vont bloquer les trains en Biélorussie pour retarder le déploiement de l'armée russe à la frontière ukrainienne. Février 2022, pour rappel, le conflit armé débute dans la nuit du 23 au 24 février. Et donc, on découvre un deuxième wiper, Hermetic Wiper, indépendant du premier. On verra que la plupart d'entre eux sont développés par différents groupes de pirates russes. Et lui, pareil, alors il utilise d'autres techniques, mais en fait, au final, ça revient au même. On efface physiquement le disque dur et on efface tous les fichiers contenus dans les différentes partitions. Et là, pareil, demande de rançon effectuée également, mais la partie ransomware est juste un leurre. Alors ça a été un peu une surprise, en fait. 3 jours après le début du conflit, le ministre du numérique ukrainien va annoncer la création
de l'IT Army of Ukraine. Donc, il va l'annoncer, ils vont avoir un fil Twitter, ils vont avoir un fil Telegram et un site web. Alors, le site web, il va servir à fournir les outils et les modes opératoires. Le fil Telegram va servir à tous les volontaires pour avoir les cibles à attaquer. Et donc, tous les volontaires dans le monde entier qui vont... Alors, moi, j'avais fait la copie d'écran le lundi. Le site a ouvert, ils ont annoncé le samedi. Le lundi, ils étaient déjà à 270 000 participants inscrits sur le fil Telegram. Et ils sont montés à plus de 300 000. Aujourd'hui, ils sont redescendus à 90 000. Voilà, qui suivent un peu ce qui se passe. Et sur le fil Twitter, ils donnent les résultats des attaques et les victoires qu'ils ont obtenues par ce biais-là. Essentiellement, des attaques par déni de service ou de défacement de site web dans certains cas. Bon, après, on va avoir, dans toute cette période-là, énormément de défacement de site web avec des messages dénonçant le conflit ukrainien, russo-ukrainien. Mars 2022, un très gros mois pour le conflit dans le domaine du cyberespace. Un troisième Viper, Isaac Viper, qui lui aussi va effacer à la fois les fichiers et le support du disque dur. Alors, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'on va découvrir qu'il y avait eu une préparation, puisque le Viper se déclenche le 1er mars, sauf qu'on va découvrir des traces. En fait, il va être compilé, on va découvrir qu'il est compilé en octobre 2021. Donc les Russes avaient déjà travaillé plusieurs mois avant pour préparer leurs outils. Ils ont volé des certificats aussi. Enfin voilà. Donc Isaac Viper, 10 octobre 2021. Hermetic Viper en février 2023 qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est le seul cas que j'ai retrouvé, mais les Ukrainiens vont réagir aussi avec un ransomware qui va cibler la Russie, avec un message politique dénonçant la position du président Vladimir Poutine sur le conflit, et donc qui lui va attaquer la Russie, Ransom. Un phénomène assez rare, le 1er mars, donc on est à une semaine après le début du conflit, les États-Unis vont voter à l'unanimité des deux chambres un texte de loi renforçant la cybersécurité aux États-Unis. Alors ce texte de loi est en préparation depuis longtemps, il regroupait 3 textes, et en fait, ils vont regrouper tout ça en un seul texte pour le renforcement de la cybersécurité, avec des moyens simples, mise en place de politiques de cybersécurité, déploiement du Zero Trust et ainsi de suite. Mais voilà, en fait, ce qui est assez notable, c'est que c'est la première fois qu'un texte va être voté à l'unanimité dans les deux chambres aux États-Unis, ce qui montre un peu l'ampleur de l'enjeu pour eux. On a entendu, vous en avez sûrement entendu parler, l'attaque du réseau satellite Kassat de la société Viasat. Alors là aussi, les Russes vont faire en sorte de bloquer les moyens de communication ukrainiens, puisque cette société fournit des accès Internet, notamment à l'armée ukrainienne, via le satellite. Et en fait, alors il y a eu des effets de bord, puisqu'il n'y avait pas que les Ukrainiens qui étaient clients. L'Allemagne était cliente, la France était cliente et son client également. Donc en Allemagne, ils ont annoncé que toutes leurs antennes, toutes leurs éoliennes étaient déconnectées à Internet parce qu'elles étaient connectées via ces mécanismes-là. Et qu'est-ce que je vais dire en France aussi, il y a eu plusieurs clients, des citoyens comme vous et moi, qui n'avaient plus accès à Internet avec ça. Alors, on a lu dans la presse qu'ils avaient attaqué les satellites. Alors en fait, non. Ils ont attaqué dans une liaison satellite connexion Internet. Vous avez le satellite, le modem qui permet de démoduler le signal du satellite et la connexion Internet avec le poste de travail. En fait, ils ont développé un malware spécifique qui s'appelle iSudRain, qui est aussi un wiper, qui cible les modems utilisés par la société en question et qui vont déployer de modem en modem et qui va effacer le contenu de tous les modems. Et donc, une fois que le modem n'est plus fonctionnel, on n'a plus de connexion Internet. Alors, le ministère de la Défense, l'armée de l'air française, a fait une communication en disant qu'ils étaient clients mais qu'ils n'avaient pas été impactés. Et il y a une enquête, on a appris qu'en fait la NSA et l'ANSSI française avaient travaillé de concert pour enquêter sur cette affaire-là. Vous allez voir que quand on parle de transformation numérique, ça touche tous les domaines. Et en fait, ça c'est un article qui a été fait par Reflet Info, qui est un site français de journalistes français. En fait, ils ont voulu voir ce qui se passait réellement en Ukraine, et donc ils ont récupéré sur Internet les adresses IP de toutes les webcams qu'ils pouvaient trouver dans le périmètre de l'Ukraine. Et à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que la plupart de ces webcams étaient connectées à Internet avec les mots de passe par défaut et donc accessibles à tout un chacun. Et du coup, ils se sont dit, mais ça pourrait être utilisé par les Russes pour espionner les Ukrainiens à leur insu. Ils ont monté un dossier qu'ils ont envoyé à l'ambassade d'Ukraine à Paris
Et il raconte dans l'article que 3 heures après, en fait, toutes les webcams avaient été soit déconnectées, soit, renforcées avec un mot de passe durci. Il permettait donc toutes les forces de sécurité d'utiliser ces webcams, et ça permettait d'avoir la position des forces de sécurité en Ukraine, les points de blocage, enfin les checkpoints et ainsi de suite. Donc vous voyez l'impact, les effets de bord que peut avoir la transformation numérique à outrance. Alors, hop. Conti-Leak, donc le groupe Conti annonce le 2 mars qu'ils soutiennent la Russie, je ne me trompe pas. Et donc c'est un groupe russe, ils annoncent officiellement qu'ils soutiennent la Russie. Il se trouve que dans le groupe en question, il y avait un chercheur en cybersécurité ukrainien qui avait infiltré le groupe. Et donc en réaction à ça, il crée un compte Twitter Conti-Leaks et il diffuse toutes les données du groupe Conti sur Internet. Et donc on va pouvoir télécharger l'intégralité, ce qui va être une source d'information importante pour tous les chercheurs en cyber sur le mode de fonctionnement d'un groupe de ransomware. On avait certaines données, mais on n'avait pas des sources fiables. Et donc, on va découvrir qu'ils avaient un directeur financier, un directeur RH qui recrutait avec des grilles salariales des développeurs, qu'ils ont gagné plusieurs dizaines de millions d'euros dans les années précédentes. Enfin voilà, on a découvert énormément de choses sur l'organisation de Conti. Et d'ailleurs, Conti va disparaître des radars pendant quelques mois et va de nouveau faire parler de lui de manière assez violente avec le Costa Rica en juin-juillet 2022. Les premières sanctions vont tomber et la Russie va bloquer l'accès à Twitter et à Facebook. Donc, sur l'accès Facebook, ils vont le rendre quelques temps après. Ils vont de nouveau réactiver Facebook. Par contre, Twitter, en fait, va diffuser, c'est la copie d'écran que vous voyez à droite, va créer une instance de Twitter sur Tor, de manière à ce que les Russes puissent accéder via Tor au réseau Twitter. Alors, on va découvrir après coup, on va le voir après avec Microsoft, mais on va se rendre compte que, j'en parlerai à la fin sur l'impact, le pouvoir de la défense. C'est ce qui a fait que tout ce que les armes que les Russes ont employées n'ont pas fonctionné vraiment à 100%. Quelques semaines et quelques jours avant le début du conflit, Microsoft et Amazon vont proposer au gouvernement ukrainien et à toutes les instances administratives ukrainiennes de sauvegarder l'intégralité de leur système d'information dans leur cloud. Et donc, ce qui va permettre en fait la résilience du gouvernement ukrainien sur cette période-là, puisque leurs données vont être sauvegardées dans le cloud, sachant que les premières choses que les Russes font dans la nuit du 23 au 24 février, c'est de bombarder les data centers ukrainiens. Cette information, elle a été confirmée par la suite, mais à l'époque, c'est le seul article que j'ai trouvé, où on va découvrir que l'US Cyber Command, dès octobre 2021, avait envoyé une équipe en Ukraine de militaires et de civils russes pour soutenir les équipes ukrainiennes en cyberdéfense. Et donc, ils vont découvrir un certain nombre de malwares et qui va permettre aussi également de protéger l'Ukraine. Alors, première fois que je parle des Anonymous, la réaction vis-à-vis contre la Russie va s'organiser de manière un peu disparate avec deux grands mouvements, West Against the War, je crois, je vous le retrouverai tout à l'heure, et les Anonymous. Alors, les Anonymous, ils vont utiliser plein de moyens différents, et notamment, ils vont scanner l'Internet en Russie, et récupérer toutes les adresses IP d'imprimantes, et ils vont fournir le mode opératoire avec la copie d'écran que vous avez en haut, un outil qui permet de se connecter à distance sur une imprimante qui n'est pas protégée, et ils vont fournir un document qu'on va pouvoir faire imprimer à distance. Et donc les Anonymous vont faire imprimer à toutes les imprimantes en Russie qui ne sont pas protégées ce document, l'idée étant de faire passer le message que la Russie émet des exactions en Ukraine. Alors vous avez vu tout à l'heure l'IT Amirov Ukraine qui recrute des pirates. Tous les groupes des Anonymous vont recruter également des pirates. Et il va y avoir un enjeu là-dessus. Et d'ailleurs, il y a plusieurs, je crois que c'est ma diapositive, voilà, plusieurs Français qui vont réagir en disant attention, on ne devient pas pirate comme ça, il faut connaître techniquement. Et surtout, les Russes sont bons. Donc si vous attaquez aux Russes, vous risquez d'avoir des problèmes de hackback. Et c'est ce qui va se passer puisque Damien Bancal, donc Zataz, va diffuser une liste de pirates français qui se sont portés volontaires dans les Anonymous, qui ont été ciblés par les Russes et qui, du coup, vont bénéficier du hackback russe. Donc, sachant qu'en plus de ça, pour petit rappel pour la France, c'est totalement illégal de faire ce genre de choses. Deuxième vague de sanctions, et donc on va avoir plusieurs outils qui vont réagir, enfin de plusieurs entreprises et industriels qui vont réagir là-dessus. MongoDB, c'est un des leaders mondiaux de la base de données open source
NoSQL, eh bien, ils vont décider d'effacer toutes les bases de données qu'ils ont chez leurs clients en Russie et de fermer tous les comptes qu'ils ont avec les Russes. Firefox va publier entre le 10 et 14 mars une version de son navigateur en supprimant tous les moteurs de recherche russes, Yandex notamment, et Avast, qui pareil va annoncer la fin de sa collaboration avec la Russie. Et ils sont plusieurs comme ça à travailler dans le domaine, ce qui va poser des questions de souveraineté numérique, je reviendrai dessus tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, les Anonymous ont une imagination débordante pour bloquer l'action des Russes, et donc ils vont faire du brouillage radio pour brouiller les communications russes, et plutôt que de faire du brouillage normal, en fait, du bruit tout simple, le brouillage en question est fait de telle manière qu'il affiche le logo des Anonymous sur les ondes radio. Un autre groupe d'Anonymous, les Squad 303, eux vont récupérer une liste, alors ils vont pirater, mais récupérer une liste de tous les numéros de téléphone en Russie, ils vont mettre un site web à disposition, et n'importe qui peut cliquer sur le bouton choisir un numéro aléatoirement et envoyer un SMS préformaté à ce numéro-là en Russie. Ils vont étendre après la plateforme en question en récupérant, en ajoutant la possibilité d'envoyer des messages par mail aux Russes. Les sanctions dans le cyberespace, on continue. HackerOne, c'est un des leaders mondiaux du bug bounty. Et en fait, HackerOne va bloquer à la fois les comptes des hunters russes et des hunters ukrainiens. Et quand ils disent bloquer leurs comptes, c'est que non seulement ils bloquent les comptes, ils ferment leurs comptes, mais ils récupèrent tout l'argent que ces gens-là avaient gagné. Donc les Russes disent, attendez, voilà, on n'y est pour rien. Et puis les Ukrainiens disent, nous, on est encore plus victimes. Et donc à droite, je vous ai mis, le patron d'HackerOne va dire, OK, on s'excuse, on n'y est pour rien, mais ils vont maintenir les blocages. Un autre malware, un troisième wiper, Caddy Wiper, qui lui aussi va effacer à la fois les fichiers et le disque dur. Et pour les derniers, j'ai oublié de le préciser, mais en plus, ils vont redémarrer l'ordinateur, ce qui fait qu'on n'a vraiment plus accès à rien du tout. Toutes les techniques sont utilisées et on va trouver un deepfake qui va être fait. Alors la vidéo n'est pas intéressante en soi parce qu'elle a été retirée depuis, mais on ne parle pas ukrainien, donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais en gros, ce qui a été traduit, c'est en fait on va avoir une vidéo du président Zelensky qui va annoncer que la guerre est finie, il faut déposer les armes, que les Russes ont gagné et que tout s'arrête là. Alors tous les Ukrainiens ne sont pas pro-ukrainiens, il y en a certains qui sont pro-russes, et donc les services de sécurité ukrainiens vont annoncer avoir arrêté un citoyen ukrainien qui faisait deux actions. La première, il appelait tous les membres du gouvernement par téléphone en leur demandant, en leur spécifiant que les Russes étaient nos amis et qu'il fallait arrêter le conflit. Et en plus, il contactait l'armée russe pour donner la position des forces armées ukrainiennes sur le territoire. Alors, les Anonymous, au départ, ont ciblé la Russie. Et puis, en fait, très rapidement, vous voyez, on est le 17 mars, on est un peu moins d'un mois après le conflit, ils vont se dire, mais attendez, l'OTAN et l'Union européenne ne réagissent pas suffisamment à leurs yeux pour défendre l'Ukraine. Et donc, ils vont dire, écoutez, on va menacer l'OTAN et l'UE, et donc ils vont changer leur cible, ils vont élargir le périmètre, et on verra qu'ils continueront après, encore en élargissant, en annonçant, voilà, on va attaquer aussi l'OTAN et l'UE parce que vous ne défendez pas suffisamment l'Ukraine à nos yeux. Alors, il y a eu plein d'actions pour réagir et soutenir l'Ukraine, certaines malheureuses. NodeIPC, c'est un module NPM très open source, très utilisé dans plein d'applications. Et en fait, le développeur a décidé qu'il a modifié son code sur GitHub et il a mis une routine où si le module est utilisé à partir d'un ordinateur qui a une adresse IP russe, il efface tout le contenu de l'application. Alors, l'idée peut paraître bonne en soi, son point de vue, sauf qu'il y a des effets de bord, et notamment le communiqué de presse que je vous ai mis en bas, c'est une association gouvernementale, une organisation non gouvernementale russe qui dit, voilà, nous on avait une base de données où on stockait toutes les preuves de crimes contre l'humanité de l'armée russe en Ukraine, on a tout perdu. Voilà. Donc on ne peut pas ratisser comme ça aussi large sans conséquence. Les Anonymous vont attaquer aussi le GLONASS, qui est l'équivalent russe du GPS. Ils vont bloquer le système ou fausser les informations rendues par le système. Là, c'est une revendication. En fait, il y a eu une panne sur les dérailleurs, les aiguillages plutôt, des trains en Pologne, je crois. Et en fait,
La société qui est en charge de ça va dire c'est juste une panne informatique. Les Anonymous ont dit non, c'est pas une panne informatique, c'est nous qui sommes derrière. Donc ils vont récupérer l'événement à leur bénéfice. Alors ça, c'est une autre attaque, autre type d'attaque. C'est un chercheur qui s'est intéressé à une société qui vend des matériels industriels informatiques connectés à Internet. Et en fait, il a découvert que le mot de passe par défaut d'administration des outils en question. Et donc, il a diffusé ça sur Internet. Alors, ça a été très rapide. J'ai eu énormément de mal à faire les diapos parce que trouver un site de ce fournisseur-là qui était encore fonctionnel, c'était compliqué parce que les Anonymous se sont jetés sur le truc et en quelques minutes, ils ont scanné l'Internet en Russie et tous les appareils qui étaient connectés, donc là en haut c'est l'écran normal et en bas c'est l'écran défacé, et en fait ils se connectaient avec le mot de passe par défaut, ils défaçaient le site d'administration et ils changeaient le mot de passe d'administration par défaut, ce qui fait que les propriétaires de ces équipements ne pouvaient plus les utiliser. 1er mars, souvenez-vous, les Américains renforcent leur loi. 21 mars, le président Biden va renforcer encore et appeler les entreprises américaines à être très vigilantes. Et le secrétaire d'État à la Défense américain va annoncer qu'ils ont trouvé des traces des Russes dans leur réseau qui commencent à faire de la reconnaissance sur leur réseau. Donc, renforcement de la cybersécurité aux États-Unis. 4e malware wiper découvert, 00 Viper, pareil. On efface les disques durs avec plusieurs techniques, on redémarre l'ordinateur et l'ordinateur est plus accessible. Ce qui est intéressant avec ces wipers, pour la plupart d'entre eux, on a découvert qu'en fait, ils étaient déjà installés juste avant sur les serveurs, notamment sur les AD, et qu'en fait, ils étaient déclenchés à distance, et que, donc, ce qui montrait une bonne connaissance des Russes de l'infrastructure de leurs cibles en Ukraine. Je vous ai dit tout à l'heure, les Anonymous sont élargis à l'OTAN et à l'UE. Eh bien, le 23 mars, une semaine après, ils vont élargir à l'ensemble des entreprises occidentales qui travaillent en Russie, en menaçant celles qui n'ont pas fait arrêter leur travail là-bas. Donc, on va retrouver, ils vont faire un jeu de mots avec les entreprises de la famille Muliez. Et à côté, ils vont féliciter le groupe Renault qui a fermé son antenne en Russie. Donc, les Anonymous donnent des quitus et des molus et des malus aux uns et aux autres. Et ils vont renforcer encore ça après derrière. Donc là, ils menacent les entreprises qui continuent à travailler avec la Russie. On va découvrir aussi, alors ça c'est, les Ukrainiens avaient cherché à acheter, vous savez que la guerre en Ukraine, en fait, elle a commencé en 2014, avec des pics NotPetya, par exemple, en 2017, avec en 2019 la coupure de courant en Ukraine entre la période de Noël et le jour de l'an. Et en fait, les Ukrainiens avaient cherché à acheter l'outil Pegasus de la société israélienne NSO. Et en fait, on va découvrir qu'Israël avait refusé la vente de l'outil en question en justifiant que c'était une arme de guerre et que du coup, ils n'autorisaient pas l'Ukraine à l'acheter. Les Chinois sont des opportunistes et ils vont travailler dans les deux domaines. C'est-à-dire que là, en fait, on ne savait pas trop s'ils étaient pro-russes ou pro-ukrainiens. En fait, là, ils ont monté une opération de spear phishing qui vise la Russie et dans la foulée, une autre opération de spear phishing qui va cibler l'Ukraine. Donc, ils vont jouer sur les deux tableaux. Alors après, les Anonymous vont être les champions de deux choses, le DDoS et le vol de données. Et donc, ils vont battre des records de vol de données. Donc là, ils ont attaqué la banque centrale russe et ils vont annoncer diffuser les données. Ils vont pirater aussi. Alors, VGTRK, c'est l'équivalent de France Télévisions en Russie. Et donc, ils vont pirater le truc et récupérer les données et les diffuser. Extension du périmètre des attaques, encore une fois. Là, ils vont récupérer une liste de toutes les entreprises. Donc, c'est un chercheur anglais qui avait fait cette liste. Ils vont récupérer la liste et ils vont trier tous ceux qui ont fermé leur activité en Russie et les autres. Et ils vont diffuser cette liste en les menaçant. Les Ukrainiens ont plusieurs opérateurs téléphoniques. Ils en ont beaucoup plus que nous. Il y en a quasiment un par grande ville. Et donc, les Russes vont attaquer les uns après les autres tous ces opérateurs. Et donc, celui-là, c'est UKR Telecom qui va subir une attaque le 28 mars 2022 et on verra qu'ils en ont d'autres après. On passe au mois d'avril. Les Anonymous vont pirater la base de l'autorité d'investigation russe. Ils vont effacer les serveurs, diffuser les données. Donc tous les brevets de pilote, toutes les autorisations de pilotage, tous les carnets de bord des avions, tout ça, tout va disparaître. Alors les Anonymous, les pirates vont s'attaquer entre eux. Killnet est un groupe de pirates russes
qui est assez connu, et ben les Anonymous vont attaquer Killnet, récupérer les données et les diffuser pareil sur Internet. Pareil, vous avez tous entendu parler de cette affaire de Boucha le week-end du 3 avril. Et en fait, les Anonymous vont profiter de cette information-là, de cet événement, pour relancer et redynamiser les attaques contre les Russes suite à cet événement. Ils vont pirater le ministère de la Culture russe. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que le pirate va attaquer en 2 fois. C'est-à-dire qu'il va attaquer le vendredi soir, il va voler 350 gigas de données, et puis en fait, le samedi matin, il revient, il se rend compte qu'il n'a pas été détecté, qu'il n'a pas été éjecté par le ministère de la Culture, et donc il va recontinuer à pirater et va diffuser 700 gigas de données supplémentaires. Donc, réactivité qui n'a pas été très pertinente sur ce ministère de la Culture en Russie. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais, en 2019, les Russes ont attaqué l'Ukraine avec un malware qui s'appelait Industrier, et ils avaient bloqué tout le système électrique ukrainien. Ils ont retenté la même chose en avril 2022 avec la version 2 d'Industrier, associée à Caddy Wiper qu'on a vu déjà tout à l'heure, l'idée étant de bloquer complètement le réseau électrique ukrainien. Bon, ça n'a pas marché, hein, mais ils avaient mis ce qu'il fallait pour y arriver. Bon, d'autres campagnes de phishing qui visent l'Ukraine. Je passe un peu vite parce que le temps passe vite. Intensification des attaques des Anonymous contre la Russie. Voilà, donc là, le CISA va faire un bilan des attaques russes visant les infrastructures critiques. Alors, les sanctions continuent avec des effets de bord. On a parlé tout à l'heure un peu de souveraineté numérique. Le ministère de l'économie et des finances français va annoncer une nouvelle mesure de rétorsion contre la Russie au mois d'avril 2022 en demandant aux entreprises françaises de ne pas acheter de produits russes, ce qui va poser beaucoup de problèmes. Alors on pense tous à l'antivirus Kaspersky, mais il y a d'autres effets de bord. Le serveur web le plus utilisé au monde, c'est Nginx, Nginx, et ce serveur web, c'est un projet open source qui est russe. Donc il a été racheté par la société F5, et F5 a annoncé qu'il s'était séparé des développeurs initiaux, du projet initial, mais Nginx est russe, et si on n'a plus le droit d'utiliser Nginx, ça va être compliqué. Un autre exemple, avec la société Vim, qui est le leader mondial des sauvegardes dans le cloud, et ben Vim est russe aussi, et on n'a pas beaucoup d'autres alternatives par là. Donc en fait, ces questions de souveraineté numérique vont se poser de manière vraiment cruciale pour les grands groupes sur ces outils-là. Je vous ai parlé de Killnet. Alors Killnet, ils vont faire 2 choses au mois d'avril. Ils vont faire un DDoS contre le site de l'OTAN et ils vont taguer les murs de Tallinn. Donc ça, c'est le centre de cyberdéfense de l'OTAN à Tallinn. Et il se trouve qu'en parallèle, il y avait un exercice de cyberdéfense organisé par l'OTAN. Donc voilà, attaque ciblée en fonction du contexte. Ça a surpris tout le monde. Fin avril, Twitter va suspendre le compte de l'IT Army of Ukraine. Alors je vous ai mis plein de copies d'écran, il y en a encore plein d'autres. Ça a réagi, mais alors de manière assez violente sur Twitter, en disant mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi Twitter suspend le compte de l'IT Army of Ukraine? Et donc voilà, Twitter va le remettre en route et va de nouveau le rendre accessible quelques jours après. On passe au mois de mai. Au mois de mai, intéressant, pareil quand on parle de souveraineté, les Russes prennent la ville de Kherson. Et on constate qu'en fait, Kherson disparaît d'Internet le soir de l'attaque et va réapparaître le lendemain. Donc pendant la nuit, il n'y a pas d'Internet. Et en fait, en faisant les traces routes sur les adresses IP à Kherson, on va se rendre compte qu'en fait, ce qu'ont fait les Russes, ils ont fermé le fournisseur d'accès Internet ukrainien et ils ont remplacé par le leur dans la ville de Kherson. Ce qui fait que, de nouveau, les Ukrainiens, les habitants de Kherson avaient accès à Internet, mais ils passaient par le fournisseur d'accès russe, et donc tout passait par la Russie. Alors, il n'y a pas que les Américains qui ont renforcé leur cybersécurité, il y a les Russes aussi. Et le 1er mai, le président Poutine va publier un décret visant à renforcer la cybersécurité de l'ensemble du pays, avec un certain nombre de consignes, des mesures pour évaluer le niveau de sécurité et un rapport à fournir au gouvernement pour le 1er juillet 2022. Alors ça a fait un peu de bruit aussi. La Army of Ukraine va compromettre Docker. Alors Docker, c'est un outil qui permet de faire de la machine virtuelle, de virtualiser des applications. Et en fait, ils vont compromettre l'infrastructure de Docker pour fournir 2 machines qui vont permettre de faire du défacement et du DDoS sur Internet. Alors, en Russie, on arrive 6 mai, on arrive à quelques jours de la fête nationale russe et les Anonymous vont attaquer
le EGAS. Alors, je ne sais pas si ça prononce comme ça, EGAIS, qui est l'institut, enfin l'administration en Russie qui permet de délivrer de l'alcool et qui fournit l'alcool aux commerçants en fait. Et donc en bloquant toute leur infrastructure, ils ont commandé toutes les commandes d'alcool à quelques jours de la fête nationale. Il y a un coup au moral. Et alors grosse opération le jour de la fête nationale où les Anonymous vont pirater toutes les chaînes de télévision russes et ils vont modifier, les noms des chaînes. Ils vont mettre un message sur toutes les émissions, hein, un message. Alors, j'ai traduit le russe au français. Hein, donc, sur vos mains et le sang de milliers d'Ukrainiens et de leurs centaines d'enfants assassinés, la télévision et les autorités mentent non à la guerre. Voilà, donc grosse opération de communication au travers de la télévision russe le jour de la fête nationale. Le même jour, grosse opération aussi, puisqu'ils vont attaquer Rutube, qui est l'équivalent YouTube en Russie, et ils vont faire tomber l'infrastructure de Rutube et ils vont effacer tout le contenu de Rutube. Donc là, la question s'était posée à l'époque de savoir s'ils allaient s'en sortir. Hein. Donc ils sont restés hors ligne pendant 24 heures et puis ils ont remis en place, le site est revenu après. Alors là, pour des problèmes légaux, hein, mais en fait, le paiement ayant été bloqué, les banques étant bloquées en Russie, eh bien, Google a suspendu le paiement et la possibilité d'acheter des applications en Russie pour ses clients russes. Juin 2022, nouvelle vague de sanctions de l'Europe avec des conséquences. Yandex, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'équivalent de Google en Russie, eh bien, le patron de Yandex, qui est également le fondateur de la société, va être limogé, il va démissionner de son conseil d'administration, hein, et donc il quitte Yandex. Alors, je disais tout à l'heure, en fait, la guerre numérique, alors même si j'aime pas ce mot-là, mais en fait, les impacts couvrent plein de périmètres. Et donc, il y a un tribunal moscovite qui va porter plainte contre Wikipédia, qui va faire un procès à Wikipédia qu'ils vont perdre, en disant, ben voilà, ce que vous racontez sur les pages de Wikipédia concernant la guerre en Ukraine est faux. Hein, et donc, comme Wikipédia a refusé de corriger, eh bien, ils ont perdu un procès contre, avec une amende de 5 millions de roubles contre la fondation Wikimedia qui supporte Wikipédia. Autre type de sanction, la possibilité de télécharger Windows 11 et 10 en Russie, qui est bloquée par Microsoft. Alors après ça, j'ai regroupé parce que la tension va diminuer un peu, ça va redémarrer en janvier, mais on va regrouper. Le 24 août, l'artillerie of Ukraine va fêter la fête de sa fête nationale en piratant un certain nombre de chaînes, de fournisseurs d'accès Internet russes. Alors ça, c'est une grosse opération qui a fait pas mal de bruit, où en fait les Anonymous vont utiliser l'application Yandex de réservation de taxis et vont commander tous les taxis moscovites au même endroit à la même heure. Ce qui fait qu'ils vont provoquer un énorme embouteillage à Moscou, hein, puisque en fait pendant plus de 3 heures, les taxis moscovites vont bloquer la circulation au centre de Moscou. Alors, la diversité des actions est assez impressionnante. Donc, Nikita Knish, c'est un ex-pirate en fait, qui travaillait pour le service de renseignement ukrainien. Et en fait, il va fonder un groupe de pirates qui s'appelle Akurmom. Et une des idées qu'il va avoir, c'est de proposer aux Russes de rencontrer des femmes sur Internet. Et donc, il va mettre en place des faux profils de femmes. Les soldats russes vont tomber dans le panneau. Et en fait, avant d'aller plus loin, les femmes russes en question vont demander aux soldats de se prendre en photo dans le contexte où ils sont pour envoyer les photos à ces femmes en question. Sauf que derrière, c'est le groupe Akurmom qui va géolocaliser les photos en question, soit à partir des métadonnées de la photo, soit à partir d'éléments visuels qui sont dans l'apparaître dans la photo, l'environnement de la photo, et ils vont donner ça à l'armée ukrainienne. Et il explique dans l'interview une de ses fiertés, alors il ne sait pas si c'est directement lié, mais il y a eu des bombardements de l'artillerie de l'armée ukrainienne visant des cibles et des positions qu'ils avaient données quelques heures ou quelques jours avant. Sandworm, alors je vous en parlerai un peu tout à l'heure de Sandworm, hein, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est un groupe qui est affilié à l'armée russe et ils vont en septembre pirater un certain nombre d'opérateurs de télécom avec différents modules, avec du spear phishing, avec des ransomware et ainsi de suite pour faire tomber les systèmes. On va arriver 23 septembre, c'est la première fois que les Russes vont commencer à mobiliser la réserve. Et donc, on va avoir une première liste de 300 000 citoyens russes, 300 000, qui vont être mobilisés
pour partir sur le front en Ukraine. Et les Anonymous vont voler la base de données. Donc on pouvait la télécharger, je l'ai téléchargée sur Internet. Et à chaque fois, on retrouve le nom du soldat russe, enfin du citoyen russe, sa date de naissance, son adresse, ainsi de suite. Et ils vont diffuser ça, sensibiliser le monde au fait que eh bien, le président Poutine était en train de mobiliser sa réserve pour envoyer sur le front en Ukraine. 28 novembre, on va découvrir un nouveau ransomware, alors pour le coup un vrai ransomware, qui va être attribué à Sandworm et qui se fait passer avec une référence au film de Disney, oui c'est Disney ou Pixar, je ne sais plus, Monster et compagnie, et qu'en fait qui chiffre, c'est un ransomware, il va chiffrer avec une clé AES l'intégralité des fichiers sur le disque dur et la clé de chiffrement sera affichée en RSA après. Donc voilà le message qui était affiché. Alors les attaques sont diverses et variées. Le 28 novembre, le pape, dans une interview à un journal américain de jésuites, va dénoncer les cruautés réalisées par l'armée russe en Ukraine. Et dans la foulée, le lendemain, eh bien, le site web du Vatican va subir une attaque. Alors on ne sait pas si c'est une attaque avec pénétration sur le réseau, sur le site, ou une attaque par DDoS, mais du coup, le Vatican va couper le site d'Internet pour limiter l'impact de l'attaque. On n'en sait pas plus après, mais enfin, le site a été indisponible pendant une journée. On arrive en 2023, et 2023, vous savez, en début de l'année, les premières annonces et les grandes annonces d'envoi d'équipements un peu plus lourds en Ukraine. Et donc, il y a plusieurs groupes de pirates qui vont réagir, qui vont faire des attaques par DDoS sur des entités administratives, des hôpitaux, et ainsi de suite, en Allemagne, suite à l'annonce de l'Allemagne d'envoyer des chars en Ukraine. Quelques jours après, on va avoir la même chose. Ah non, alors, avant. Alors, un infostealer. L'infostealer, en fait, c'est dans la chaîne d'attaque des ransomware. C'est maintenant de plus en plus, et ce qu'on trouve, c'est la première partie. En fait, c'est un malware qui s'installe sur les équipements et qui va chercher à récupérer un maximum de données pour qu'après, les pirates puissent rentrer et mettre en place leurs malwares. Et donc, ça, c'est un nouveau infostealer qui va être découvert, qui, par comparaison avec d'autres infostealers qui étaient faits par Sandworm, va être attribué à Nodaria APT, qui est un autre groupe de pirates russes. Donc voilà. Et ils volent des données, ils volent tout un tas de données sur l'utilisation de Firefox, et ainsi de suite, sur les ordinateurs cibles. Donc après les Allemands, après les Allemands, les Russes vont attaquer les Français. Et le jour du discours du président Poutine, donc le 21 février, en parallèle, ce groupe d'Anonymous, alors là, non, ça c'est les pirates russes, Noname 057, vont attaquer plusieurs sites par DDoS, plusieurs sites français, dont un institut de recherche, la gendarmerie. Alors je vous ai traduit le texte en français en dessous, c'est pas forcément très beau à lire, mais la gendarmerie va être ciblée, enfin voilà, ils vont cibler plusieurs sites français en réaction, pareil à l'annonce de la France d'envoyer de l'armement en Ukraine. Alors ça, je l'ai mis là parce qu'en fait, au départ, ça a attaqué plusieurs sites français, donc notamment les aéroports de Paris. Et les Anonymous Soudan, on s'est dit, bon, le Soudan, surtout qu'ils annonçaient qu'ils soutenaient, qu'ils réagissaient ensuite aux caricatures de Mahomet, sauf que les caricatures du prophète Mahomet, c'est 1995. Donc très vite, la question s'est posée, mais c'est quoi le lien en fait? Et on a découvert après qu'en fait, et surtout que dans leur fil Telegram, il y a beaucoup de commentaires qui sont en russe, et beaucoup de leurs annonces à eux qui sont en russe. Et en fait, ils ont annoncé après qu'ils soutenaient la Russie parce que la Russie avait soutenu le Soudan. Et donc, ils soutenaient la Russie et qu'ils avaient plusieurs attaques qu'ils avaient menées contre la France pour soutenir la Russie. Voilà. Et donc, il y a une enquête en cours puisque le 21 mars, il y a une enquête qui a été annoncée par la DGSI et le C3N de la gendarmerie sur cette affaire-là, puisque la quantité de sites qui ont été attaqués, dont le site de l'ANSSI, dont le site, enfin voilà, il y a plusieurs sites qui ont été visés en DDoS, pareil, par les Anonymous Soudan. Alors voilà la tête du patron de Sandworm. Donc ça a été annoncé par Wired le 22 mars. Et donc c'est des chercheurs qui ont réussi à trouver ça et avec des sources internes. Et donc c'est un garçon qui est connu depuis très longtemps, qui avait été arrêté en 2018 dans le nord, dans les Néerlandes, parce qu'il y avait une opération russe qui avait foiré et en fait il avait été arrêté. Puis finalement, on pensait qu'il avait quitté parce qu'il s'était fait arrêter. Et en fait non, il vient d'être nommé colonel et patron du groupe de pirates Sandworm. Alors ça, c'est tombé la semaine dernière.
les Vulcan Leaks, donc les fichiers de la société Vulcan. Alors, c'est écrit petit, mais résumé. En fait, c'est un peu comme ce qu'a fait Snowden il y a quelques années. C'est un Russe qui est anonyme, qui travaillait pour la société, je crois, et qui a fourni des milliers de fichiers à plusieurs grands journaux occidentaux, dont Le Monde, dont The Guardian et ainsi de suite. Et ils ont mis presque plus de 6 mois à analyser ces fichiers-là, et ils ont donné les suites, le fruit de leurs recherches la semaine dernière. Hein. Et donc on découvre qu'en fait cette société Vulcan est derrière et travaille pour tous les grands groupes de renseignement, tous les grands outils de renseignement russes, et sont derrière aussi tous les groupes de pirates dont je vous parlais tout à l'heure en détail. Donc voilà pour ça. On finit 2023. Hein, donc vous voyez, voilà ce qui s'est passé sur un an. Hein, et on va essayer de faire un peu un bilan de tout ça. Alors, ce qui est intéressant à retenir, il y a deux visions des choses. La vision russe, où tous les groupes de pirates qui sont intervenus contre l'Ukraine sont tous des groupes étatiques, soit russes, soit biélorusses. Tous des groupes connus depuis très longtemps, puisque les plus anciens, si on prend Fansibir, ils existent depuis 2004. Hein, donc ces groupes-là sont anciens, ils ont eu le temps de faire leurs armes. Hein. Si on reprend l'exemple de NotPetya qui a été développé par Sandworm, NotPetya au départ visait l'Ukraine et a infecté le monde entier. Ça a été une des plus grosses attaques avec des conséquences graves dans le monde entier. Hein, ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est qu'aucun des wipers qui a été fait par ces groupes-là contre l'Ukraine n'a fuité ailleurs. Donc ils ont amélioré leur technique, ils se sont renforcés dans le domaine de la cyber. Donc là, on a des attaques ciblées, organisées, puisque souvenez-vous ce que je disais tout à l'heure, on a des malwares qui ont été compilés en 2021, hein, donc ils avaient préparé ça longtemps à l'avance. De l'autre côté, on va avoir des groupes de pirates complètement disparates, un peu désorganisés, avec 3 grandes familles. Les Anonymous, hein, alors je vous ai mis les principaux, Squad 303, Doomsec, GhostSec et ainsi de suite. Un autre groupe de pirates Against the West. Alors ils sont plusieurs. Le plus connu d'entre eux, c'est Blue Hornet. Blue Hornet, il semblerait que ce sont des Américains qui sont derrière. Et l'IT Army of Ukraine. Ce qui est à noter là, et d'ailleurs il y a eu plusieurs commentaires sur les réseaux et sur Internet là-dessus, c'est en gros quelle est l'activité, quelle est la pertinence de leur action. Parce qu'à part voler des données et faire du DDoS, on n'est pas sur le même niveau d'activité que ce que font les Russes dans le domaine. Hein, donc on a des activités plus disparates avec un impact moindre. À titre d'information, donc je me suis amusé à récupérer la courbe en vert, c'est les alertes émises par le CERT gouvernemental ukrainien en 2022, et j'ai fait la comparaison avec les alertes émises par le CERT ukrainien en 2021 et le CERT-FR, donc le CERT de l'ANSSI en 2022. Et donc vous voyez, il n'y a pas de commune mesure, hein, le nombre d'attaques a vraiment augmenté. On passe pour l'Ukraine de 11 attaques en 2022, de 11 alertes, hein, à 65 rien que pour l'année 2022. Alors après, il y a plusieurs bilans qui ont été faits sur les groupes d'attaquants. Cyberno, qui est un Australien, a fait tous les mois, il publiait une mise à jour. Et donc ça, c'est la dernière. En fait, on se retrouve avec, bon an, mal an, une centaine de groupes de pirates actifs dans le cadre du conflit. Ce qu'on note sur les derniers mois, c'est une augmentation du nombre de groupes de pirates pro-russes. Hein. Jusqu'à septembre, octobre, on était à peu près égalité. Là, on est à un déséquilibre. Il y a 38 groupes de pirates pro-ukrainiens, 55 pro-russes, 5 inconnus. Alors inconnus, en fait, c'est les Chinois qui attaquent les deux côtés. Donc, ils n'ont pas pris parti pour l'un ou pour l'autre. Ça, à partir des travaux de Cyberno, j'ai fait un graphe où j'ai récupéré en fait la liste de tous les groupes qui étaient référencés avec leur identité. Et en fait, on voit en bleu les groupes ukrainiens avec leur durée d'activité. Donc il y a quelques groupes qui ont été actifs pendant toute la durée du conflit. Et puis après ça, on a un certain nombre de groupes qui se créent, qui font des actions et qui disparaissent. Côté russe, pareil. Et puis côté chinois, en vert en dessous. Alors quel bilan on peut tirer tout ça? En fait, on va avoir 3 axes distincts de l'attaque russe. Hein. Des cyberattaques destructives en Russie, avec des opérations d'intrusion de réseaux d'espionnage à l'extérieur de l'Ukraine. J'en ai pas parlé parce que ce n'était pas mon sujet aujourd'hui. Et puis des opérations de cyberinfluence. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la différence avec le combat terrestre, aérien ou en mer, c'est que les attaques informatiques, l'ampleur est beaucoup plus importante et ça avance à la vitesse de la lumière.
La défense d'un pays va reposer sur plein de choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les data centers gouvernementaux ukrainiens ont été bombardés dès les premiers jours du conflit. Alors, je m'étais amusé à faire la comparaison, je n'ai pas mis le tableau là. L'Ukraine, c'est à peu près la même superficie que la France. Ils sont à peu près aussi nombreux que nous, quelques dizaines, quelques centaines de milliers en différence. Par contre, il n'y a pas de commune mesure. Nous, en France, on a des centaines de data centers référencés. Eux, ils en ont une dizaine, quinzaine. Donc, il était beaucoup plus facile pour les Russes de bombarder. Si la même chose arrivait en France, il faudrait beaucoup plus de travail pour arriver à mettre la France à genoux sur ce enjeu-là. Mais voilà, un enjeu. On détruit les data centers et on wipe les réseaux informatiques de la cible. Ce que je vous disais tout à l'heure, NotPetya touche le monde entier en 2017. 2022, 5 ans après, les wipers ciblent uniquement l'Ukraine et que l'Ukraine, il y a très peu de fuites à l'extérieur. Voilà, donc je vous dis un peu des actions coordonnées en Russie, avec des choses vraiment cadrées, des attaques destructrices, on vise les data centers, des opérations de cyberinfluence et maintien de la souveraineté nationale. Souvenez-vous de l'affaire de Kherson. Côté ukrainien, alors, ce qui a sauvé l'Ukraine, c'est l'importance de la Cyber Threat Intelligence, l'évolution et la performance des outils de sécurisation sur les terminaux aujourd'hui, la sauvegarde dans le cloud de toutes leurs infrastructures via Amazon et Microsoft, et puis la création de l'artillerie Ukraine, qui est une idée assez géniale, je trouve, de mon point de vue. Et pour conclure, je voudrais finir avec, alors vous trouverez l'interview du général Bonnemaison, qui est le nouveau ComCyber au ministère de la Défense, qui en fait tire plusieurs leçons, et les trois principales, c'est la première fois que dans l'histoire de la cybersécurité, la cyberdéfense prend le pas. Et en fait, quand on regarde la puissance des outils que les Russes ont mis en place, finalement, eh bien, ça n'a pas marché. Et si ça avait marché comme ils l'avaient prévu, si c'était vraiment déroulé comme prévu, ils auraient mis à mal vraiment la défense, enfin, tous les systèmes d'information ukrainiens. Cet Armageddon-là n'est pas arrivé parce que la cyberdéfense, pour la première fois dans l'histoire de la cyber, a pris le pas. Et donc, c'est un espoir, en fait. Toutes les opérations de cyberdéfense qu'on met en place, eh bien, elles peuvent aboutir. Le deuxième point, il n'y a pas eu de cyber Pearl Harbor. Ça ne veut pas dire pour autant que le risque n'existe pas. Donc, il faut rester prudent et il faut être humble dans le domaine. Et puis, il souligne, et on le voit dans l'exemple de l'Ukraine, l'importance cruciale de la coordination entre le public et le privé et des interactions qu'il peut y avoir entre le public et le privé. Et ce n'est pas fini. Et donc, voilà. Je suis à vos dispositions si vous avez des questions. On a essayé de tenir dans les délais. Merci Michel Dubois. Merci, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Une heure passionnante. Une première question. Alors tout d'abord, merci docteur, et je suis ravi que vous ayez terminé avec le général Bonnemaison, parce que je suis le lieutenant-colonel Tourneau, je suis chef de branche cybersécurité au sein de l'armée de terre, donc c'est une belle transition. Et je reviens sur votre conclusion sur le fait que les acteurs privés publics et cette coordination est hyper importante, parce que les cyberdéfenseurs de l'Ukraine ne sont pas les organisations privées et les militaires. Ce sont bien le secteur privé que vous représentez tous ici, qui sont les acteurs de la cyberdéfense de la guerre en Ukraine. Donc je me pose la question aujourd'hui, est-ce que nous tous, nous sommes prêts à défendre, à cyberdéfendre la France demain? Voilà. J'ai une question, parce que c'était ma transition, mais j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée du coût en temps, en planification, en targeting, en finance et en ressources humaines de la préparation des cyberattaques qui ont été conclues des deux côtés? Vous avez parlé de plusieurs mois tout à l'heure, mais je pense que suivant les groupes et suivant les côtés, la préparation de ces cyberattaques et ces cyberoffensives ne sont pas les mêmes. On sait très bien que la guerre se prépare depuis au moins 2014 et l'invasion de Crimée. Est-ce que c'est valable aussi dans le domaine cyber? Je vous remercie. Merci. Je suis moi-même ancien militaire, donc voilà, je travaille pour le ComCyber il y a quelques années. Alors, j'ai pas de chiffre à ça. Il n'y a pas de chiffre. On ne sait pas combien ça a coûté du côté russe la préparation. Ce qu'on découvre avec les Vulcanix qui sont sortis la semaine dernière, c'est qu'il y a une très grosse organisation. Ils ont des sociétés qui travaillent pour ça. Donc voilà, il est difficile de dire le coût. Conti, ils payent leurs développeurs, je crois que c'est 800 €. On a les chiffres du coût des développeurs de Conti, donc on pourrait éventuellement extrapoler sur les groupes pirates russes. Visiblement, ce sont des militaires, parce que le patron de Soundware est un militaire. Donc voilà, on pourrait estimer là-dessus. Après, c'est compliqué. Ce qui est intéressant,
c'est que côté ukrainien, et alors je sais que tout le monde ne partage pas ces idées, en ayant discuté, ça fait quelque temps que je fais cette présentation, je trouve que l'idée de l'IT Army of Ukraine est assez géniale, parce que ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte le maintien d'un fil Twitter, d'un fil Instagram et d'un site web. Alors ils ont durci un peu ils ont affiné un peu leur démarche, parce qu'aujourd'hui il y a un formulaire à remplir pour rentrer à l'intérieur de l'Ukraine, il pose un certain nombre de questions. Enfin voilà, il y a un filtrage qui est fait, mais finalement ça fait une armée cyber à pas cher. 300 000 personnes à pas cher, c'est quand même intéressant. Alors après, le côté de cette affaire-là, c'est qu'ils ne peuvent faire que du DDoS ou éventuellement du leak s'ils arrivent à avoir des gens suffisamment techniques. Et donc, l'impact de ces attaques est quand même relativement limité. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des wipers un peu poussés de la Russie. Donc voilà, je vous ai répondu, c'est une réponse de Normand, on n'a pas les chiffres. Ouais. Monsieur. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir s'il était facile en fait de faire ces recherches-là. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de polémique justement sur le fait que beaucoup d'informations provenaient de Microsoft ou d'acteurs privés et que du coup ça pouvait un petit peu biaiser. Et puis on sait que dans ces conflits, il y a aussi pas mal de désinformation. Alors, c'est une règle que je me suis fixée et ça fait plus d'1 an que j'y passe mes week-ends. En fait, dès que je vois une information qui arrive, je la recoupe. Et les copies d'écran que vous voyez là, il y en a 95%, c'est moi qui les ai faites. C'est-à-dire que je me suis abonné, je suis la Tier Army of Ukraine sur le Telegram, je suis abonné à tous les groupes Telegram des pirates ukrainiens et russes, et donc je suis l'information au fur et à mesure. Alors, je n'ai peut-être pas forcément épâché les informations, peut-être, j'en sais rien, mais ça implique une slide, c'est, j'estime, entre 3 et 4 heures de travail pour arriver à contrôler l'information, la traduire, aller chercher les sources, comparer avec ce qui s'est dit, avec notamment des sources officielles comme le CERT de l'armée, le CERT de l'Ukraine, les sites gouvernementaux américains et voilà. L'exemple que je vous disais tout à l'heure avec l'US Cyber Command, j'avais vu l'information et il n'y avait que le New York Times qui publiait l'information. Qui publiait l'information. J'avais trouvé ça nulle part ailleurs. Et donc j'avais gardé la slide en attente et j'ai eu la chance de participer, invité par un industriel à une conférence à l'ambassade des États-Unis quelques semaines après. Et il y avait un représentant du Secret Service et de l'US Cyber Command qui était là, donc je lui ai posé la question. Donc ils se sont retrouvés très embarrassés pour me répondre et ils m'ont dit 2 choses. La première, on n'était pas sûr. Enfin, moi j'étais présent en France à l'époque et on soutient nos partenaires. Donc j'ai compris après coup qu'ils avaient réellement fait quelque chose. Et il se trouve qu'au mois de juillet, c'est pour ça que j'ai pu mettre ma slide, le patron de l'US Cyber Command a confirmé qu'ils avaient effectivement soutenu l'Ukraine dès le mois de février. Donc vous voyez, ça demande du temps et j'ai fait attention justement à contrôler et à vérifier tout ce que je disais dans ces slides. Autre question? La première est la plus difficile, la deuxième un peu plus facile, la troisième. Allez, troisième. Merci. Merci, bonjour. Je voulais savoir, au vu du nombre de slides qui a été consacré à la période février-mars, on voit que ça prend quasiment la moitié de la présentation. Là, en 2023, on a l'impression qu'il y a une vraie pause. Est-ce que c'est le cas ou c'est juste qu'on n'a pas encore les informations? Alors, il y a eu un pic février, mars, avril. Ça a commencé à descendre après la fête nationale en Russie. Et il y a eu un creux juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça a redémarré un peu en novembre-décembre avec quelques malwares découverts. Et en fait, ça reprend vraiment depuis le discours de Poutine, fin janvier. J'ai pas eu le temps de mettre toutes les slides. Mais on a découvert, il y a plein d'autres malwares qui ont été découverts. Il y a d'autres malwares qui ont été découverts. Voilà, j'ai fini mes slides à 13h30. J'ai pas eu trop le temps de... Voilà, mais oui, il y en a encore plein qui arrivent et ça redémarre en fait. Voilà. Donc c'est moins fort que l'année dernière, mais on est en train de redémarrer sur le discours de Poutine et l'anniversaire en fait, du début du conflit à relancer les activités côté ukrainien.